On va aborder maintenant à nouveau la question des contenus et successivement nous aurons Julien Lamercerie qui représente le BACLI, donc qui est le club de badminton de Lyon, qui à ma connaissance est le plus gros club de badminton de France. Ensuite on aura Paul Berthet sur la thématique des déchets, ensuite Frédéric Minier sur la thématique de la biodiversité et enfin Karine Bloch sur le vivre ensemble. Alors que je vous explique en quelques secondes la raison pour laquelle nous avons choisi ces thématiques. Se pose véritablement la question des contenus, c'est-à-dire lesquels sont prioritaires selon le sport qu'on est, suivant le milieu dans lequel on évolue, suivant les sensibilités des acteurs. Et on a décidé de choisir ces 4 thématiques qui sont très différentes parce que ça correspond à des urgences notamment. Et on va commencer donc avec Julien Lamercerie, qui est le responsable développement durable du BACLI, qui va nous présenter l'ensemble des initiatives que met en place ce club de badminton. Julien, c'est à vous. Bonjour à tous. Alors déjà, je ne suis pas le responsable, pardon, je suis un des 3 salariés du club. Voilà, j'ai ma vice-présidente du club qui est là pour m'accompagner, Delphine Lacroix. Et du coup, moi je suis là pour représenter notre pôle éco-responsable, voilà, tout simplement. Donc je suis en mission auprès du club pour tout ce qui est action éco-responsable. Voilà. On va parler du club, justement, je vous présente un petit peu le club, si on peut... Oui, il y a un bouton peut-être. Ouais. Alors, comme vous a dit à l'accueil, aujourd'hui on est le plus gros club de France de badminton. C'est la 6e année qu'on vient de dépasser les 600 salariés. Voilà, 600 adhérents, pardon. On a 65 heures de créneaux hebdomadaires sur tout Lyon, donc sur 6 arrondissements. Et notre club est réparti en 3 sections, les jeunes, la compétition et le loisir. Donc vous voyez, on est à peu près au tiers à chaque fois. On a 30% de public féminin, comme la moyenne nationale, à peu près, donc 200 femmes qui jouent au badminton. Voilà. Et après, tout ce qui est performance, 12 équipes d'interclub, une section de par badminton, voilà, une section de sport-études. Et derrière, après, on organise sur l'année, donc que ce soit le week-end ou en soirée, 17 événements, que ce soit sur les jeunes, les adultes et tous les niveaux. Voilà. Pour la 3e saison, on a du coup créé un pôle éco-responsable, voilà, avec 13 bénévoles qui sont justement, qui se voient tous les 2 mois pour mettre des actions en place sur le badminton et dans nos clubs. Du coup, on a 2 labels. Donc, on parlait tout à l'heure de fédération de tennis de table. Nous, au badminton, on a un label là, qui est là depuis 10 ans, qui s'appelle le label EcoBad. Voilà. Chaque année, on fait des demandes de ce label-là. Donc, on a de 1 à 4 étoiles. Cette année, on a eu, la dernière, la saison dernière, on a eu 4 étoiles, donc sur 4 au Championnat de France Jeunes de badminton qu'on a organisé à Lyon, à la salle Diagana. Et aussi, on a déjà fait aussi 2 demandes auprès du comité olympique. Donc là, on a eu le niveau bronze au Championnat de France. Et il y a 2 ans, on avait eu le niveau argent sur notre tournoi international pour fêter les 40 ans du club. Voilà, au niveau des labels. Alors, nos badminton, je ne sais pas si vous savez, c'est qu'on ne joue plus en plastique depuis très longtemps, on joue en plume. Aujourd'hui, on a à peu près 1800 tubes de volants, donc ça correspond à 20 000 volants à l'année, que ce soit pour nos entraînements, nos compétitions. Et on essaye justement à la fin de chaque match de recycler ces volants, soit à l'entraînement, ou soit avec un partenaire qui existe depuis 3 ans, et on envoie en fait 12 500 volants dans des cartons, comme vous voyez ça. Donc là, on a à peu près 4-5 cartons qui sont dans le gymnase, et grâce à ces volants usagés, et ben justement, là, cette société Compoplume peut faire de l'immobilier, de la sonorisation. Donc c'est ça que c'est assez important. Donc on envoie à peu près 3 fois par mois 3 cartons, donc la société à Nantes, et qui permet justement de recycler ces volants. Un petit peu comme dans tous les clubs sportifs, nos événements, donc tout à l'heure on parlait aussi des buvettes, donc je pense qu'on n'est pas les premiers à passer à l'éco-cop. Maintenant aussi on met surtout en place des couverts métaux, tous nos produits sont vraiment locaux, donc sur les régions lyonnaises. On a supprimé là depuis 2 ans tout ce qui est bouteilles d'eau, donc en fait on demande aux joueurs d'apporter des gourdes, voilà, donc on n'a plus de bouteilles d'eau, voilà. Et à chaque événement, on a des poubelles justement pour trier les déchets, donc on met une dizaine de poubelles dans le gymnase pour que justement les joueurs trient leurs déchets eux-mêmes. On essaye aussi là depuis 2 ans de
et au niveau du papier, donc de recycler le papier. Donc justement, on essaie de recycler avec des documents plastifiés, voilà. Et avant, on rentrait justement à la main des feuilles de match, et maintenant, on a des tablettes qui permettent de rentrer ça. Donc c'est vrai qu'on économise vraiment du papier sur une année. On a calculé après une dizaine de ramettes. L'année dernière, donc on a organisé le championnat de France jeune de badminton et on a pu, justement, le pôle éco-responsable a pu justement faire plusieurs stands de sensibilisation auprès de tous les jeunes de France, ainsi que leurs parents, et on a pu mettre justement plusieurs stands, voilà, pendant les événements, qui a permis de sensibiliser les jeunes sur l'écologie justement et tout ce qui est éco-responsable. Cette année, justement, on a fait 3 événements, donc c'est un peu tout nouveau. Une bourse aux équipements, voilà, donc qui a permis justement à des nouveaux adhérents qui arrivent dans le gymnase, et pourquoi pas acheter du matériel recyclé. Donc ça, c'est un événement qu'on a pu faire ça sur 2 matinées, donc surtout pour nos nouveaux jeunes. À la fin de chaque saison, on va recycler tout ce qui est des baskets, des raquettes, etc. Et on a un partenaire avec l'ACID de Lyon qui envoie ça justement au Burkina Faso. Et juste avant Noël, on a fait une collecte de jouets pour une association lyonnaise, justement, qui a très bien marché. Donc voilà. Donc ça permet aussi justement que nos actions, on met aussi nos jeunes en évidence. Aujourd'hui, en 3 ans, on est passé de 160 jeunes à 250 jeunes. Donc on essaie vraiment au maximum de mettre nos jeunes aussi à contribution sur ce système-là. Au niveau de la ville de Lyon, donc comme disait tout à l'heure Philly, notre présidente d'honneur a participé à la création du livre blanc. Voilà. On est également aussi, on essaie d'être vigilant aussi sur tout ce qui est bonne pratique auprès de l'Institut du sport durable. La semaine dernière, on a pu aller justement voir le projet de l'Agora 2030 à la Duchère, et on a participé avec notre fédération à des enquêtes justement où notre fédération commence à rentrer dans tout ce qui est co-responsable. Voilà, donc on essaie vraiment de, étant plus gros club de France, de montrer l'exemple auprès des autres clubs du badminton. Voilà. Au niveau sensibilisation, pour la 2e saison, on a notre référent du pôle éco-responsable, Jérôme, qui organise chez lui-même des soirées, voilà, donc sur la frise du climat. L'année dernière, il a fait 6 soirées. À chaque soirée, on a à peu près 5-6 personnes. Donc là, on comptait tout à l'heure, on mobilisait à peu près 50 à 60 adhérents qui viennent et parler justement de la fresque du climat pendant une petite soirée justement avec un apéritif offert par le club. Au niveau communication, étant un gros club avec beaucoup de créneaux, on essaie vraiment d'être efficace sur tout ce qui est notre communication. Donc là, du coup, on a un site qui est régulièrement mis à jour, tout ce qui est mailing, nos différents réseaux sociaux. Et cette année, on a mis vraiment des groupes WhatsApp à chaque créneau pour que du coup, la communication passe beaucoup mieux auprès de nos adhérents. Donc le recyclage, donc comme je disais tout à l'heure, 3 à 4 cartons par mois à peu près. C'est nos entraîneurs qui sont là pour vraiment sensibiliser les jeunes et les adultes au début dans chaque entraînement. Donc on a vraiment les cartons qui sont à côté des terrains. Et on a aussi, depuis 2 ans, fait le recyclage des bouchons, de tubes de volant, parce qu'on a 2 bouchons à chaque fois, et qu'on peut donner ça à une association lyonnaise qui est sur Bénaud, donc à cœur de bouchon. Voilà. Alors, aujourd'hui, justement, c'est la question qu'on abordait. Comment on peut aborder le contenu auprès d'un club? Nous, on essaie vraiment d'avoir une communication très efficace. Voilà. Donc, il faut trouver le juste milieu dans la communication. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de passer par tous les canaux, on va dire, de communication. Donc, le groupe WhatsApp, après, d'ailleurs, donc les réseaux sociaux. On partage tous nos événements, d'ailleurs, tout ce qu'on fait auprès de la ville, de la métropole, de l'Office des sports. Donc, voilà. Et on diffuse ça sur notre site internet. Et après, le pôle éco-responsable se voit tous les 2 mois. Et après, on peut faire un bilan avec l'équipe qui est en place, l'équipe dirigeante, pour mettre des actions en place. Voilà. Nos prochaines actions qu'on va faire la saison prochaine, voilà, donc c'est en cours. On va faire une charte, justement, pour nos adhérents. Cette charte doit être obligatoirement signée par l'adhérent. Voilà, sinon cet adhérent ne pourra pas adhérer dans le club pour vraiment les bonnes démarches auprès du club. On va mettre en place aussi un challenge Ma Petite Planète pour vraiment justement parler de cette communication de l'éco-responsabilité. Et notre but aussi c'est pérenniser ce pôle. Voilà, donc c'est un pôle qui a quand même 13 bénévoles et c'est un pôle qui marche très bien. Donc on va pouvoir voir un petit peu sur la dernière diapo. Voilà, donc comme je disais, voilà, c'est la 3e saison. Les bénévoles se voient tous les 2 mois à peu près.
Comme vous voyez, on a 7 femmes pour 5 hommes et on a 8 bénévoles qui sont vraiment dédiés que à ce pôle-là. Ils ne sont pas sur un autre pôle. Voilà. Et ça nous permet d'avoir des nouveaux bénévoles en créant des commissions. Donc là, cette année, on a aussi créé un pôle féminin. On a vraiment des bénévoles. C'est comme ça qu'on trouve des nouveaux bénévoles qui s'investissent sur une action bien précise. Voilà. Est-ce qu'éventuellement, vous avez une question pour Julien et pour le Batley, où on passe à l'intervenant suivant? Oui. Alors, je suis désolé, je vais courir chercher un micro. Prendre celui-là. Du coup, bon, je viens de prendre la parole, désolé, je la reprends. Est-ce que tu peux, Julien, partager, parce que même moi je ne sais pas forcément, mais comment, je sais que par exemple tu as des bénévoles qui accueillent même chez eux des fresques de l'éco-responsabilité. Comment vous avez réussi à les mobiliser, ces bénévoles? Enfin, ça s'est fait un peu ponctuellement avec des conversations, c'est à travers les mails et la com régulière, etc. Comment vous avez vraiment touché les gens pour qu'ils se mobilisent sur ces sujets, quoi? Bah en fait, c'est que justement, on a envoyé, donc on a fait une affiche, hein, voilà, on a essayé d'expliquer un peu, on va dire, les actions du club. Et c'est vrai que depuis maintenant 5 ans, c'est vraiment une mission très importante pour le club. Et on a expliqué qu'on cherchait justement des gens investis, voilà, dans ça. Et qu'après, bah, le club allait aider. Donc ça, tout à l'heure, on parlait de freins. Nous, on n'a pas de frein financier, voilà, parce que du coup, on a comme de l'aide, hein, voilà. Donc on a eu de l'aide de la ville de Lyon, des subventions. On a aussi l'Agence nationale du sport. Donc c'est pas une question de frein, c'est plus une question de bénévoles. Et après, du coup, bah, c'est vrai que les bénévoles sont reconnus justement dans ça, dans le monde du sport. Et aujourd'hui, pour les motiver, comme ils viennent que pour parler de ça, bah, c'est vrai que les réunions sont bien efficaces. Moi, aujourd'hui, je suis même plus. Voilà, donc c'est vraiment eux qui gèrent ce pôle-là. Et c'est vrai que voilà, le fait qu'on crée des pôles dans chaque club, ça permet d'avoir des nouveaux bénévoles. Donc là, comme je disais, hein, sur les 12 bénévoles, on a 8 qui s'étaient jamais investis dans le club. Voilà, donc on a été un peu étonnés en fait. Hein. C'est notre plus gros pôle dans le Batley. Hein, voilà. Après, on a des pôles sur le féminin, événementiel. Mais là, c'est vrai que ce pôle-là, là, depuis 3 ans, c'est notre pôle où on est plus fiers. Voilà. Et c'est vrai que, étant plus haut club de France, on essaie vraiment de montrer l'énergie. Surtout qu'on n'a pas beaucoup non plus on va dire, d'exemple auprès du comité de la Ligue. La fédération est là, mais c'est vrai que ça manque encore des paliers. Et donc on essaie vraiment de travailler un peu nous-mêmes. On a pu justement aussi, alors je n'en ai pas parlé là, on a pu aussi travailler des associations lyonnaises de Montpellier Eco et Récup Magabel. On a pu justement, ils ont pu nous guider justement dans nos actions. Alors ils étaient un peu étonnés, parce qu'ils disaient, vous êtes bien avancés, voilà. Mais voilà, ici. Merci. De rien, merci. Donc en fait, cette première intervention était quelque part un propos de cadrage pour montrer comment un club gère les contenus. C'est la question des contenus qu'on aborde là. Et donc là, il y a des choix qui ont été faits sur quel type de contenu. Maintenant, on va enchaîner avec des contenus propres, spécifiques, alors que là, on ratissait large, il y avait tout un tas de contenus différents. C'est d'abord Paul qui va intervenir sur la thématique des déchets, mais avec peut-être 2 axes, Paul, un axe qui est la transversalité et l'autre axe qui est la formation. Oui. Parmi les multiples activités d'Aremax, qui est une association présente dans toute la France, mais qui a une énorme antenne à Lyon, tu vas nous présenter en 12, 13, 14 minutes ce qu'il y a à dire sur Aremax? Tout à fait. C'est parti. Bon, déjà, merci à toutes et tous d'être là. Merci à Didier et à l'organisation. Je suis heureux d'être ici. Il y a 30 ans, un petit garçon se faisait remettre une médaille pour sa pratique du hockey sur glace. Il est devant vous, il a bien grandi. Peut-être mangé un peu trop de médailles depuis, mais il est là et je suis content d'être là. Et puis je saluerai juste très rapidement la mémoire de ma grand-mère qui travaillait ici pendant très longtemps et qui était la première chef de cabinet d'un maire. Et en tant que femme, c'était important. Ça me permet de faire tout de suite une transition sur quelques chiffres que je vais vous donner tout de suite pour savoir un petit peu où on en est. En 40 ans, 67% de la population des vertébrés, donc c'est des animaux petits comme gros, a disparu. Il y a 2/3 en termes de masse totale, de volume de vertébrés qui ont disparu. Aujourd'hui, 33% des étudiants sont sous le seuil de pauvreté.
Et enfin, le troisième chiffre, c'est qu'il y a encore une inégalité salariale de 15% entre les femmes et les hommes, et je ne parle même pas des positions de décision et de responsabilité. Et pour finir, en 40 ans, 60% des oiseaux des champs ont disparu. Il y en avait 10, il en reste 4. Je vous dis ça pas pour mettre de l'éco-anxiété, pas pour que ça soit vertigineux, ça l'est. C'est pour vous dire tout simplement que ce qu'on doit faire, on doit agir. Moi maintenant, je suis vieux, je suis même dépassé, on a parlé de la question générationnelle, j'ai des enfants, ce que je veux c'est qu'il y ait encore des oiseaux qui chantent dans les champs. Et donc c'est très important, j'ai entendu beaucoup de choses depuis ce matin, depuis hier aussi, sur cette question de quel est le sens de ce qu'on fait. Le sens de ce qu'on fait, c'est s'engager en direction de l'impact, en direction de la transition, de la transformation. On parle de développement durable, d'adaptation, de tout ce qu'on peut imaginer. Et je rejoins des propos, on a entendu parler des colibris, des vautours, on a entendu parler de la RSE, on a entendu parler, moi j'entends parler des normes, des formations. Tout ça sont des outils, sont des guides, tout est bon. Si on a cette même boussole commune de changer. Quelqu'un de la Maïf, que j'avais invité à un événement qu'on organisait aussi, nous avait dit, de toute façon, nous la Maïf, on a monté Sport Planète parce que on peut faire tout ce qu'on veut, mais un monde à plus 4 degrés, on ne peut pas l'assurer. Donc moi, ce qui me rassure, et je vais vous présenter pourquoi, parce qu'il y a quand même des pistes rassurantes dans ce que je vais vous dire, c'est comment je vois toute une filière qui change, toutes les envies qui changent. Quand j'entends Monsieur le Président de la Fédération de ping-pong, de tennis de table, pardon, Passion ping-pong, c'est pour ça, dire que vous allez être une fédération à mission. Bien sûr qu'il faut chercher la performance de l'athlète, ça c'est une évidence pour moi, mais il y a une pertinence globale et sociétale. Moi, quand j'étais gamin, c'est pour ça que j'étais content d'avoir une médaille ici, c'est le sport qui me faisait rêver. Pareil, nous on travaille avec la culture, je vais vous présenter ça, c'est ça qui me fait rêver. Et nous, à Remax, je vais vous présenter après, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Et maintenant, on est content, on se sent plus seul. On a vu beaucoup de choses émerger, beaucoup de choses très bonnes, des trucs plus discutables, mais en tout cas, ce qui nous inspire encore, ce qui nous émancipe encore, et il n'y a pas meilleur secteur que vous, le sport, que vous, la culture. On a eu un exemple criant l'année dernière avec les Jeux Olympiques, je pourrais imaginer ça un petit peu après. Mais quel que soit votre parcours, votre personne, votre structure, votre pouvoir, ce qui compte, c'est le sens de l'engagement et qu'on garde tous le même regard vers un objectif commun qui est celui de la transition, de la transformation. J'aime bien transformation parce qu'il y a le mot formation dedans. Donc voilà, je voulais juste commencer par ça. Nous, à Remax, alors vous reconnaîtrez, cher Philippe Catherine, d'actualité sur nos photos, on en a plein des artistes comme ça, on ne les utilise pas assez, je pense d'ailleurs, parce qu'ils ont une capacité médiatique très importante. À Remax, ça fait donc 20 ans qu'on existe. À Remax, c'est l'histoire d'une bande de copains passionnés de sport et de culture. Ils étaient dans la nature, ils regardaient quoi? 2 constats très simples. Le premier, un impact environnemental majeur. Et il y aura toujours un impact environnemental de la filière événementielle, culturelle et sportive. Toujours. En revanche, on peut vraiment travailler dessus. Donc on a appris, on a développé des compétences, on a développé du salariat, de l'engagement bénévole, de la formation, enfin tout ce qu'on peut imaginer, je vous montrerai après. Et en revanche, la plus-value de la culture et du sport, c'est l'enjeu de l'éducation populaire. C'est l'enjeu de alors je vais envoyer exprès un mot difficile, mais la maximisation qu'on va avoir de l'impact social d'un événement. C'est ça, c'est ce vivre ensemble dont on parle. Et c'est pas qu'un mot valide, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Donc c'est comme ça qu'on a monté à Remax, en venant du terrain. Nous, il y a 20 ans, effectivement, le discours, il passait pas trop, et je suis content d'être moins seul maintenant. Nous, on est parti sur la question des poubelles et du déchet. Grosso modo, on est rentré dans les événements en se cachant dans les poubelles. Encore une fois, on ne change pas une poubelle si on ne met pas la tête dedans. Et tout ce que je vais vous dire après, gardez, pour nous, c'est en transversalité de ce que je vais vous raconter, c'est-à-dire on doit être inspiré, on doit avoir un sens de l'engagement et surtout, on doit avoir une expérience, une légitimité de terrain aussi. Je pense que c'est important, encore une fois. Et après, le reste, c'est des outils et des outils très compétents. Et encore bravo à toutes et tous pour ceux qui portaient tout ça. Est-ce que... Ah oui, mais voilà. Rapidement, les objectifs de l'association, accompagner la filière, le public et les pouvoirs publics. Je reviendrai sur les actions dessus, c'est pas pour aller très loin, je pourrais en parler des heures, c'est pas la question, et après je vais me faire gronder par Didier. Et enfin, j'en parle parce qu'il y a une question d'organique et d'ADN. On est un acteur classique de l'ESS, une association, ça ne nous empêche pas de gérer, de développer, d'avoir un modèle économique durable, j'en parlerai plus tard peut-être, mais pour nous c'est important de conformer aussi aux valeurs de l'ESS dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait vers l'extérieur. Et de même, on va travailler aussi sur des enjeux de bien-être des équipes salariées et bénévoles, parce que c'est jamais facile. Il y a toujours cet enjeu de l'engagement. Est-ce que ça crée que de la souffrance? C'est pas qu'un frisson non plus, c'est des vrais enjeux dans vos structures, et ça peut parler sur de l'éco-anxiété, sur des choses comme ça que vous rencontrez, que vous allez rencontrer, ou vous avez rencontré déjà.
L'association, en chiffre rapidement, c'est 50aine régionale. Historiquement, elle est née à Lyon et Marseille. Ça fait 20 ans qu'on accompagne, qu'on outille le territoire lyonnais, en particulier du canton à la région. C'est des d'ancrage territorial qui est couplé à notre intervention opérationnelle. C'est nos deux plus belles légitimités. Après, pour moi, développer l'asso, ça a été assez facile de créer de la compétence autour de l'opérationnel, de développer au niveau national. C'était pas très compliqué, mais on a voulu garder cette force. À Remax, j'ai la chance de travailler avec 35 salariés permanentes et permanents qui œuvrent et que je remercie ici aussi. Et surtout, on serait rien sans nos 1000 bénévoles qui nous accompagnent sur le terrain tous les jours, tous les soirs, parfois la nuit aussi. C'est 250 événements accompagnés pour ce qui est du sport. Ça va être une fête de quartier, ça va être un petit événement sportif d'un quartier, ça va aller jusqu'au Vendée Globe, ça va aller à l'Ultra Trail du Mont Blanc, ça va aller aux Jeux Olympiques. L'année dernière, sur les Jeux Olympiques, on a accompagné 7 fan zones, des live sites, en direct avec nos collectivités d'ancrage. Donc c'était hyper intéressant parce que gros enjeu, calé en plus sur la saison habituelle, donc c'était un peu épique à gérer tout ça, mais on s'en est sorti. Et finalement, tout de suite, je ferai un trait par rapport à l'appréhension des contenus, donc, qui était la thématique sur laquelle j'interviens. Finalement, on a bossé sur très peu de sites olympiques. Pourquoi? La raison principale, c'est... Bon, il y a toujours un côté aérien, et c'est très dur de faire des JO, c'est l'événement majeur mondial, mais il y avait un enjeu de formation chez les metteurs en marché, en fait. Tous les sites olympiques demandaient une gestion des déchets. Mais c'était soit simplement de la collecte d'un côté, soit de la propreté de l'autre. Nous, ce qu'on faisait, l'intermédiation, c'est-à-dire travailler sur la réduction, la gestion, la valorisation, sensibiliser le public, ça, il n'y avait pas. Donc on n'a même pas pu y répondre techniquement. Et en vrai, on a eu bien assez de boulot, c'était intéressant. Pareil, 3 mois avant l'ouverture des JO, est sorti un énorme marché sur le réemploi, sur les sites olympiques. Voilà, 155 000 tonnes d'objectifs. J'ai du mal on a eu du mal à concevoir un petit peu ça, mais on en a beaucoup discuté avec ESS 2024, notamment, qui accompagnait tout ça. Des animations et puis une capacité d'impact de près de 3 millions de personnes rencontrées chaque année. Activité, je vous laisse juste rapidement lire, hein, vraiment sur cette expertise déchets, l'expertise mobilisation aussi, de toutes les parties prenantes, le grand public pour nous, c'est les 3 pouvoirs publics, grand public et filières sont intimement liés, comme la culture et le sport chez nous sont intimement liés, c'est les mêmes contraintes, c'est les mêmes compétences, c'est les mêmes dangers aussi, on le sent en ce moment en termes de financement, en termes d'orientation politique, et nous, ça nous anime vraiment depuis 20 ans, et puis la formation, je vais y venir, on anime beaucoup de réseaux territoriaux, enfin, et puis on est capable de faire des diagnostics. On avait accompagné la Maïf aussi pour faire un guide sur la création d'un événement responsable. Vous pouvez trouver ça en ligne aussi. Enfin, on fait plein de choses comme ça à côté. Et je vais imager par 2 exemples par la suite. Mesure d'impact rapidement. Enfin, ça, je vais passer parce que je vais être, je pense, trop court. Merci Didier. Voilà, mais simplement, on a voulu calculer l'intervention d'Aremax en 3 ans d'accompagnement. On a été capable de réduire d'1/3 tous les déchets d'un événement, exploitation, montage et démontage. Et on a été capable de favoriser, à peu près d'éviter 80% de destruction qui est assez polluante en incinération ou en enfouissement. On est sur des chiffres d'impact assez significatifs. Bon, ça, je vais passer dessus. C'était simplement vous dire, ça reprenait le discours ce matin qui était extrêmement inspirant de la personne du Club de Rome. Anne Sneak. Anne Sneak, on a discuté dehors. L'idée étant d'avoir vraiment cette approche 360. On peut rentrer par le carbone, on peut rentrer par la norme, on peut rentrer, mais vraiment, on doit être capable d'adresser à tous les messages et pas simplement d'être focalisé sur un esprit carbone. Ça peut être intéressant de développer. Les sessions de formation, on en a des très larges, donc nous on a des choses sur l'éco-responsabilité événementielle, on a des choses d'animation qui sont dédiées, designées, c'est ce qu'on a fait hier. Il y avait quelques personnes qui étaient notamment là à l'atelier qu'on organisait hier, et c'était intéressant parce qu'on a pu s'adapter. Je vois le monsieur là-bas qui était là hier. L'idée c'est d'abord toujours d'avoir ce plan large sur l'éco-responsabilité événementielle, sur la mobilisation, et puis après on va descendre pour outiller les acteurs. Qu'est-ce que c'est de faire la gestion responsable des déchets? Eh ben, on va l'apprendre. Nous, il y a 20 ans, le seul enjeu, c'était la propreté. On ne jette pas son déchet par terre. L'enjeu d'après, c'était trier les déchets. L'enjeu d'après, c'était réduire les déchets. Aujourd'hui, on se questionne sur les mises en place de pratiques de réemploi, de mutualisation, qui sont vraiment transformatrices pour la société et pour la filière aussi. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis accompagné de Vic qui est là-bas et qui s'occupe de toute l'ingénierie de la formation. Je t'avais promis que je te citerais, c'est fait. Voilà ce que je peux vous dire sur ça. La bonne nouvelle, c'est que cette année, on va pouvoir, toutes ces formations qui sont éprouvées depuis 3 ans ou 4 ans, on a monté un organisme de formation. Donc ça nous permet d'avoir aussi le cadre nécessaire pour pouvoir développer ça et répondre à vos exigences et vos besoins, si vous en avez besoin. C'est bon ? Je voudrais que tu répètes lentement les 4 étapes
que tu viens de citer, de l'évolution de la manière de traiter les déchets. Parce que c'est fondamental, je pense que dans la salle, des gens vont se reconnaître dans la première étape, ou dans la deuxième, ou dans la troisième, ou dans la quatrième. Alors, je vais l'imager. Nous, quand il y a 20 ans, on est arrivé, on allait voir les organisateurs d'événements en leur disant comment est-ce que vous gérez la question déchets. Ils ne le géraient pas. Je ne sais pas si certains se souviennent, mais à l'époque, la question déchets, c'était simplement des sacs noirs avec du gaffeur posé sur des murs. Mais très peu allaient dans les sacs, tout allait par terre, donc il fallait se mettre à quatre pattes pour ramasser. Donc déjà, il fallait orienter vers la poubelle. Juste l'enjeu de la propreté. Je cite souvent le carbone c'est intéressant parce qu'on peut compenser. C'est facile à calculer, c'est facile à compenser, mais il ne faut pas hésiter d'aller un petit peu plus loin. Le problème du déchet, c'est que ça vous questionne sur l'usage de vos ressources, ça vous questionne sur l'impact biodiversité. Nous, par exemple, on a des antennes à Marseille, Bordeaux, on travaille à la montagne, on a un impact très concret. Le dérèglement climatique a 2,5 fois plus d'impact, par exemple, sur les stations de ski que chez nous en ville, pour des questions de résilience, pour des questions aussi de proximité naturelle, pour des questions d'élévation, enfin comment on dit, d'altitude. Donc voilà, c'est des choses où on doit être assez présent là-dessus. Donc ça, c'était d'abord la première chose. Et puis nous, on avait une exigence qui était, on était des événementiels, comment est-ce qu'on rend un service concret ? C'est-à-dire comment on monte une régie. Les événements, ils ne savaient pas faire, les territoires non plus. Donc on travaille à la fois avec le territoire sur sa compétence déchets, et on travaille avec l'événement pour qu'il ait une régie déchets. Et à côté, nous, on n'est pas là pour ramasser à la place des gens. Il est clair qu'à Remax, on le dit même dans nos offres d'emploi, il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dedans. Ça, c'est une certitude. Et on apprend beaucoup sur soi-même, je vous le conseille un jour d'essayer. Mais l'idée, c'était par le geste, par l'envie, on parlait tout à l'heure de la joie, voire même de la fierté commune qu'on peut avoir à faire une action éco-responsable. On essaye d'inclure pour les publics cette question de ne jette pas par terre, viens faire le tri des déchets. Vous allez sur un festival, par exemple, vous allez prendre un nouvel artiste, vous allez le ramener chez vous. Et ben, vous allez sur vous faites un bon geste pour la nature, c'est pareil, vous le ramenez chez vous. Et en fait, cette conception-là recoupe notre conception de la société, recoupe notre conception de l'économie aussi, et c'est comme ça qu'on a vraiment voulu travailler avec les deux et le territoire. Et donc après, on est passé sur le tri des déchets. Donc le tri, c'est le deuxième mot. Le tri, c'est le deuxième mot parce que c'était intéressant et c'est assez alors simple, non, parce que je pense que toutes mes équipes me tomberaient dessus, mais c'est assez simple, si on va dire ça, parce qu'il faut être organisé, savoir bien faire, mais aussi montrer que c'est possible. On arrive, je vous donne un exemple, on a géré la fan zone de Lille, la fan zone de Lille sur les JO. On a fait un taux de retour de l'ordre de 68% de déchets valorisés sur tout l'événement. On était sur une fan zone très très costaud et c'était intéressant parce qu'en plus il y avait un autre endroit qui était géré par les JO, pour donner d'idée, ils étaient à 34%. Donc il y avait en plus, on a mieux répondu nous-mêmes au cahier des charges des JO qui étaient demandés et exigés que les JO eux-mêmes. Petite fierté collective. Troisième mot. Troisième mot, la réduction des déchets. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Là, alors, j'ai eu des gens qui m'ont dit, bah, du coup, le meilleur événement, c'est celui qui n'existe pas. Je ne suis fondamentalement pas d'accord avec ça. Mais alors, pas du tout. Parce que quels sont encore les derniers espaces d'inspiration, de discussion, d'échange et d'apprentissage commun, si ce n'est encore les événements, ce qui nous reste. Alors, en revanche, nous, on voit on travaille avec des tout petits événements de territoire qui font un travail incroyable, autant en termes environnementaux qu'en termes éducatifs aussi. C'est hyper important. Mais ils n'ont pas la visibilité des très gros. Donc, moi, ce que je pense par rapport au débat sur les très gros événements, c'est mal. C'est très gros événements, très grande responsabilité. Et souvent, c'est lié à très gros moyens. Donc c'est ça que vous devez estimer et sous-peser. Et puis maintenant, le quatrième, en fait, je suis passé directement à la réduction des déchets. Mais il y a un autre fonctionnement sur lequel on travaille beaucoup, qui s'appelle, on va dire, le réemploi et la mutualisation. C'est-à-dire que là, on sait qu'on va faire encore des événements, mais on va pouvoir d'abord concevoir en amont, éco-concevoir, utiliser, mutualiser des matériels et des matériaux pour faire changer les pratiques. Il faut savoir qu'un emploi, on va dire, en élimination des poubelles, c'est un emploi, en tri, c'est 3 emplois, en réemploi, c'est 15 emplois non délocalisables, des économies d'échelle énormes pour les événements, et enfin, un impact environnemental et une fonction d'usage qui sont absolument démentielles. Donc en fait, ça va changer immédiatement votre modèle économique. Quand vous achetez à plusieurs événements un parc de gobelets réutilisables, et bien tout de suite, vous allez utiliser mieux la ressource, vous allez le partager, et vous allez utiliser ce qu'on fait le mieux en événementiel, c'est-à-dire savoir se débrouiller et inventer des trucs de dingue avec pas grand-chose au final. Et moi, je pense que quand on monte une ville de 80 000 personnes sur 4 jours et qu'on est capable d'avoir des taux de valorisation 80-90%, ça pose des sacrées questions en termes d'aménagement du territoire. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les collectivités aussi. Dernière chose que je te dirais sur les collectivités,
je vais vous imager ça très rapidement, les collectivités, c'est pas le même fonctionnement qu'un événement ou qu'une association, c'est pas évident. En revanche, et clairement des fois ça peut être long, c'est difficile de comprendre, et réciproquement avec les collectivités. Sauf qu'une collectivité, nous on travaille avec des intercommunalités, on travaille jusqu'au ministère des Sports, Culture, on est accompagnateur du Centre national de la musique. Une collectivité qui change une loi, une réglementation, c'est un impact majeur sur un territoire. L'enjeu de l'éco-conditionnalité, on l'a beaucoup touché, c'est un impact majeur aussi qu'on peut apporter pour faire changer la filière. Mais pas simplement en disant il y a qu'à faut que ou non, mais en disant comment on fait, comment on outille, comment on change. Et là, on parle à des millions de personnes. Donc c'est ça qui est intéressant. Combien de temps ? Non, c'est fini. Je donne un dernier exemple juste sur ça, très rapidement. Bon, je reviendrai vers vous, mais Remax, vous trouvez toutes les infos, tout le monde fait de la formation, et il y a des gens qui sont très compétents ici. Juste vous donner l'exemple du marché qu'on a avec la métropole de Lyon. Toutes les actions qui ont là sont destinées, financées et fournies par la métropole de Lyon à destination des acteurs événementiels du territoire de la métropole de Lyon. Donc ici, si vous êtes un acteur événementiel sportif ou culturel, vous avez accès à ces fonctions-là, et la métropole et la ville aussi se mobilisent beaucoup sur ces thématiques. Voilà, merci beaucoup, Paul. Et en fait, tu as introduit l'intervenant suivant, qui va parler de biodiversité. J'ai admiré ton intervention en atelier hier. Donc, je te mets la pression pour faire aussi bien cet après-midi. Frédéric Minier, multicasquette, notamment au PRNSN. Donc, pour ceux qui savent ou qui ne savent pas, PRNSN, c'est Pôle Ressources Nationales des Sports de Nature, mais tout un tas d'autres choses également. C'est parti pour 15 minutes. Ouais, bon, c'est continuité de l'atelier d'hier. Pour plus de précision, ouais, il fallait venir hier. Voilà. En tout cas, merci à ceux qui étaient présents. Mais j'avais promis qu'il y aurait des suites à hier, donc c'est aussi la suite, etc. Mais je vais repartir, bref. Ouais, un peu multicasquette. Bon, agent du ministère des Sports, hein, affecté dans un établissement public du ministère qui s'appelle le CREPS, Auvergne-Rhône-Alpes, qui héberge un pôle ressources des sports de nature, dont je ne suis pas membre, mais je collabore beaucoup avec eux. Moi, je suis formateur, professeur, sur les disciplines sport nature, à une époque le canyonisme, l'escalade. Aujourd'hui, les accompagnateurs en moyenne montagne, en randonnée. J'ai un pied dans les coopérations internationales européennes aussi, je m'alimente. J'ai un pied aussi dans les réseaux européens de l'outdoor. On va en parler de l'outdoor d'ailleurs, parce que on parle beaucoup de sport ici, on va prendre un peu de hauteur. Bref, je vais témoigner un petit peu sur la question des contenus. Je vais plutôt être sur la construction pédagogique. Moi, en tant que formateur, enseignant, après un peu d'expérience, d'expérimentation, de tâtonnement plus ou moins fructueux, c'est comment aujourd'hui j'essaye d'avoir un modèle, un peu une approche qui pose notamment la question, c'est comment on intéresse un peu les gens à tout ça, quoi, les gens conformes. Donc là, c'est un peu ciblé sur l'encadrement sportif, ça parle de biodiversité, mais c'est pareil, on fait le climat, la biodiversité, tout est lié, quoi. Donc gardez bien ça en tête. Et avant de commencer, je regarde un peu le ciel, voilà. Juste pour rêvasser. Alors, la clé d'entrée pour la construction pédagogique, c'est un petit peu se poser la question de ce qu'on fait sur Terre, mais c'est d'abord la question de la Terre, de la nature, de la planète et du vivant. Et pour moi, je pense que c'est ce qui doit devenir le socle de tous nos enseignements. J'ai entendu beaucoup de choses hyper inspirantes. Je suis un vautour, un peu, parce que le zéro déchet, j'y arrive pas. Je suis un castor à fond, parce que réclamer de l'espace et investir de l'espace de nature, regardez, je le trouve même là-haut, quoi. Donc ça, je suis un vrai castor. Colibri, forcément. Ok. Moi, je vais vous parler de la stratégie du papillon. Alors, je remercie Anne, parce qu'elle m'a un peu stimulé ce matin avec ça, et j'étais là, il faut que je rebondisse là-dessus. Le papillon, c'est un symbole de vie, d'émerveillement, d'amour. Il faut peut-être juste commencer par là. Nous-mêmes, en tant qu'enseignants, nos apprenants, élèves, stagiaires, étudiants, blablabla, c'est peut-être juste recréer ce qu'on aime tous, les humains. Regardez le Covid, on nous enferme dans des cages. Qu'est-ce qu'on a fait dès qu'on a ouvert les vannes? On est allé dehors. Alors on nous a dit, vous êtes trop nombreux, machin, ça crée de la pression, tout ça, du surtourisme, etc. On a besoin de nature, on aime la nature, on l'aime notre planète. Et ça, c'est n'importe quel gamin d'une cité, d'où vous voulez, on l'aime la planète.
quand j'avais 9 ans, il y avait un monsieur barbu qui parlait à la télé et il parlait, on est des poussières d'étoiles. J'en suis resté là en fait. Et là on parle aussi de l'inerte et du vivant. Et ça, c'est la base. Et cette belle histoire de la vie, de l'inerte, la compilation des hasards dans l'univers, la belle histoire de la Terre, c'est le socle. Repartons de là. Construisons autour de ça. Et ça m'amène un petit peu à ce dessin en différentes sphères. On va aller de l'extérieur au centre, l'extérieur étant le plus important, ce qui englobe le tout, on vient d'en parler, c'est vraiment cette relation à notre planète, à la nature, au vivant, à l'inerte, la considérer, parce que je crois plus en la responsabilité du cœur que de la responsabilité de la norme. Désolé, les RSE, les RSO, etc. C'est bien, faut y aller. Faut y aller, allons-y, ça nous donne des cadres, des méthodes, etc. Mais il faut que ça vienne de là pour que ça marche. L'engagement, on a parlé de l'engagement, Anne a parlé de l'engagement des jeunes, moi ça me touche. Je suis déjà vieux, has-been, j'aime le surimi et le Coca-Cola, c'est foutu. Okay, mais les jeunes, il faut qu'on provoque leur engagement. On a parlé d'éducation populaire, bah là ça m'a fait chaud au cœur. Oui, c'est comment on provoque cette prise d'initiative, cet engagement pour le beau, pour sauvegarder le beau, parce que, deuxième faire, on est des humains sur la Terre, on fait partie de l'écosystème, si on détruit l'écosystème, le fonctionnement de la maison, voilà. Bah, si on met le bazar dans la maison, qu'on range mal la chambre, qu'on trie pas les déchets, et puis qu'on donne des coups dans les murs, bah, après, à un moment, on va avoir froid, et puis on va mourir, ou on sera mal et dans l'inconfort. Et c'est là où on peut conscientiser sur la liaison avec les enjeux sociaux, sociétaux, guerre, famine, qu'est-ce qu'on a encore, exclusion sociale, etc. Tout est lié à la biodiversité. Si la maison ne fonctionne pas, on se met dans le bousin. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce que les jeunes, c'est ce qu'on voit tous. Alors, nous positionner, et effectivement, je suis allé en Laponie et je discutais, parce que la Laponie, on a parlé des Samis, etc. Et puis mon collègue me disait, mais tu sais, la déconnexion à la nature, il y a 3 grands piliers. Le capitalisme, le patriarcat, le colonialisme. On ne va pas en débattre maintenant, je vous laisse y réfléchir. Et c'est ce qui nous a déconnectés de la nature, en grande partie, dans l'histoire de l'humanité, etc. Il y a forcément d'autres petites choses. Donc, reprenons notre positionnement de citoyen de la Terre. Et puis, ouais, les beaux discours, ouais, on essaye d'être dans le soutenable, développement durable, etc. Nous pensons être là. Ça, c'est une chercheuse finlandaise, hein. J'ai juste pompé la diapo et mis une petite traduction. Alors, ici, on ne pense pas, je pense, on n'est pas forcément convaincu de ça, qu'on est dans le soutenable aujourd'hui, qu'on est dans une sorte d'équilibre. Mais quand on vit, quand on ressent notre vie aujourd'hui, on a l'impression que, ouais, ça se passe, bah, de toute façon, ouais, c'est bon, les avions volent, etc. Bon, on commence à avoir un petit peu chaud l'été, quand même. Bref. En réalité, on est dans le destructif, le dégénératif. Là, je pense que vous en êtes tous conscientes. Mais là où on devrait être, c'est dans la régénération. On doit réparer la maison aujourd'hui si on veut être bien. Chose importante, parce que c'est dans la construction pédagogique, je reviens à ça, hein, parce que c'est mon thème d'intervention, on va devoir intégrer cette notion de régénération, qu'on a assez peu entendue aujourd'hui. Il y a des exemples sous-jacents, en creux, mais on en a assez peu parlé. Et ensuite, on entre un petit peu dans les sphères politiques. Alors moi, la politique, c'est la politique de la cité, je vais prendre au sens un peu plus large, hein, parce que je ne vais pas attendre de nos politiques forcément, même si, alors là, je remercie l'intervention de la jointe au sport de Lyon ce matin, ça attaquait hyper fort et j'étais hyper emballé, parce que là, on a de l'engagement politique. Mais pour moi, la politique, je vais prendre au sens large, c'est la politique, l'initiative citoyenne, c'est l'initiative des collectivités locales, c'est l'informel, le non formel, ce qui est affiché, les programmes électoraux, tout ce qu'on veut, et même la loi. La sphère politique sur un enjeu de la maison, vous avez vu, elle est grande. Elle ne peut se faire que dans une prise en compte, et c'est ce qu'on essaye de mettre un peu dans nos constructions pédagogiques, internationales, européennes, parce qu'il y a des programmes internationaux, il y a des COP, des machins. Vous avez vu ce qu'ils vont faire pour la COP 30 ? Alors, regardez les infos, c'est mythique. Ils vont tracer une route à travers la forêt amazonienne. J'adore. Bref, on a ces sphères internationales, tout est lié, le climat, le réchauffement climatique, il est le même de chaque côté de la frontière. A priori. Ok ?
Donc c'est important de s'en inspirer. Moi j'ai eu la chance d'être partenaire sur le C-Project, hein, sur Sustainability Environmental Education, construire une boîte à outils, etc. On en a parlé hier, animateur d'un campus où je vois les universités, les centres de formation européens où on pousse fort sur ce sujet. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, ça a une vraie dimension européenne. Le Green Deal européen, le réseau européen des sports nature s'en s'est emparé, a fait ses feuilles de recommandation avec la Fédération européenne des aires d'espaces protégés. Les choses bougent énormément et c'est des leviers d'inspiration. Quand on parle des outils, il y a beaucoup d'outils, d'approches, de recherche scientifique qui existent aussi à l'étranger. Et ça, on doit le mettre en commun, on est l'humanité, tous ensemble. Et bien sûr, il y a la sphère publique plus nationale et locale, vous l'incarnez, nous l'incarnons, je l'incarne en tant que fonctionnaire d'État. J'ai mis 2 exemples, c'est du ministériel pur et dur avec le plan national d'adaptation du sport au changement climatique, il existe, avec une déclinaison interministérielle, et notamment la stratégie nationale pour la biodiversité. Bref, construire un programme, quelque chose, wow, on doit prendre toutes ces dimensions. On doit les intégrer. Parce que c'est aussi dire à ceux à qui on enseigne, bah c'est comment vous avez mobilisé des leviers, des outils, convaincre, vous insérer dans l'écosystème, notre organisation humaine, l'organisation sociale humaine. Et concrètement, ministère des Sports, dans ce cadre des politiques nationales, et notamment le CREPS, on s'est rapproché du ministère de l'Environnement et de l'Office français de la biodiversité sur un programme qu'on dit LIFE, hein, c'est le LIFE Biodiv France, c'est un gros programme porté par l'OFB qui ne concerne pas du tout que le sport, mais il y a une partie sport, citoyenneté sport, avec un volet nautique et un volet terrestre, donc le volet nautique incarné par l'École nationale de voile et des sports nautiques, c'est mon collègue David Ronté de la BAC qui devait être là aujourd'hui. Et puis le volet terrestre, mon collègue Adrien Lambert est là, donc les questions ultra précises sur le live, c'est le monsieur qui est tout au fond là-bas en noir. Voilà. Bref, qu'est-ce qu'il prévoit ce live? Je suis obligé de dire en même temps, évaluer, prise en compte de la biodiversité dans les pratiques, renforcer l'éco-sport. Donc on est vraiment dans le thème de ce qui nous concerne aujourd'hui. Et puis, bon, moi en tant que formateur, c'est accompagner l'intégration de la biodiversité dans les formations et les situations d'encadrement. On est bien dans de l'intégration à ce moment-là. Et il y a des enjeux d'accompagnement de réécriture des diplômes, on en a parlé hier en atelier, et c'est pas acquis du tout. La constitution d'un curriculum de formation et le renforcement de la montée en compétences sur les aspects environnementaux, ça on va y venir un petit poil dans le détail juste après. Sur ce volet-là, qui nous concerne, des ateliers de sensibilisation, la création d'un groupe d'experts formateurs, donc on est en plein recrutement là, avec Adrien. Il n'est pas figé, ce groupe, il n'est même pas constitué encore. Donc, on a de la chance, il y a du vivier, il y a du potentiel. Sur les thématiques de formation initiale, on va vers une sorte de tronc commun. Donc, ce n'est pas pondre un curriculum, une semaine, etc. On va essayer de vous proposer quelque chose pour piocher dedans et s'inspirer, parce que chaque pédagogue, chaque enseignant aura sa manière, sa petite partie de cœur, sa petite partie de conviction à mettre pour la mise en œuvre. Une offre de formation continue. Parce que oui, former les nouveaux éducateurs, c'est bien, mais tous ceux qui bossent là, depuis des années, là, va peut-être falloir qu'on les mette un peu aussi dans la réflexion. Donc il y a vraiment l'idée de pousser à la création de formations continues. Et puis derrière, le partage vers un niveau européen, donc c'est la question un petit peu du label qui est en train d'émerger en ce moment sur une certification de reconnaissance de compétences en termes de développement durable, transition écologique, etc. etc. Et nous, on en est où? Qu'est-ce qu'on a à proposer par rapport à tout ça? Alors, le principe, c'est un peu les 6 axes, pôles, thèmes, etc. C'est pas par ordre chronologique, ça s'alimente, et puis de toute façon, quand c'est bien fait, normalement, il y a des fois, il y a des trucs qui rentrent dans 2 ou 3 cases. Donc, il n'y a pas mis de cases. Ce qu'il faut voir, c'est le résultat, c'est ce beau champ fleuri et coloré qu'on aura à la sortie. Première chose, c'est la démarche pédagogique qu'il faut associer au contenu qu'on mettra derrière. C'est bien de faire conscientiser, approprier, expérimenter, c'est-à-dire voilà, rentrer vraiment dans des démarches, méthodes pédagogiques, de pas il y a qu'à faucon, de pas culpabiliser, pas de dogmatisme. Ouais, j'ai quasi fini. Voilà. Mais c'est 12,59. Ouais.
Et en gros, premier axe, moi je m'attachais vraiment aux 2 axes, les autres on les connaît un petit peu, mais c'est en gros, c'est repenser notre manière de pratiquer. C'est les cultures plus nordiques vont dans la nature et ils y vont à vélo, en grimpant, en machin, alors que nous, on va grimper et machin dans la nature. Vous voyez un peu le distinguo? La finalité de pratique n'est pas la même. Il y a un moment, c'est on recrée ce contact à la nature. Et puis derrière, après un moment, est-ce qu'on ne prendrait pas le temps d'aller dans la nature? Et la question de l'outdoor, c'est est-ce qu'un pique-nique, c'est du sport ou pas? C'est de la reconnexion à la nature, on est bien, on regarde le ciel, on vit les oiseaux, etc. Donc c'est repenser un petit peu nos approches. Ah, c'est un peu un challenge, c'est mettre de côté les côtés de performance, d'étaler son beau matos ou ses belles lunettes aux clés. La reconnexion à la nature est essentielle, mais c'est la bulle planétaire, la première. On se reconnecte, et c'est peut-être juste une promo de joueurs de badminton. Non, parce que les collègues du badminton me demandent de faire un petit peu... Comment je fais de la reconnexion en nature? Je fais un pique-nique de promo en début d'année ou régulièrement. Voilà, prenez le temps, regardez les oiseaux, parlez-en. Et puis, si on ne connaît pas leur nom, on s'en fout. C'est juste s'attarder sur le beau. Et après, on décline nos contenus. Et bien sûr, la notion de connaissance de la nature, parce que connaître pour aimer, comprendre pour respecter. Ça passe par là. C'est là où on met du sens. Et finalement, le comprendre devient essentiel. Et c'est connaître, je ne dis pas c'est connaître tout le nom des fleurs. Agir, impact, réduire ses impacts, les identifier, les calculer, etc. Ça, on en a beaucoup parlé. Et surtout, mais là, nous, on est à poil, on ne sait pas faire encore, c'est agir, régénérer. À un moment, dans un cursus de formation, est-ce qu'il n'y a pas une journée dédiée aux sciences participatives pour un suivi des espèces? Est-ce qu'on va compenser la question des compensations, planter des arbres comme le propose Didier? Est-ce qu'on va quoi faire pour régénérer, avoir cette action et peut-être déconnecter de notre discipline, mais connecter à notre planète? J'ai cramé mon temps, donc je vais m'arrêter là. Donc ça, c'est le catalogue, vous l'aurez. C'est ce qu'on a travaillé avec des profs, hein, on s'en fiche, c'était juste pour illustrer. On se revoit le 1er avril à Paris pour les rencontres nationales sport et biodiversité. Vous êtes déjà inscrite? Non? Voilà. Il le faut. Allez-y. Voilà. Merci. Désolé pour la minute. Non. Mais, merci. Merci. Vous m'entendez? J'ai l'impression. Ouais. Merci, c'était magnifique. On va arriver à la pause juste après. Donc on va profiter de la pause pour les questions. Mais je suis très inspiré. Je trouve ça magnifique. L'enchaînement va être intéressant. Karine qui représente dans ses murs plutôt la sphère sociétale, plutôt, et qui va donner un rebond. C'est la sphère petite. Vous me voyez? Tu vas nous parler de vivre ensemble, ce qui est une jolie continuation de ce qu'on vient d'entendre, puisque se reconnecter à la nature, se reconnecter à l'autre, c'est un combat commun. Karine, c'est à toi. Donc, bonjour à tous. On m'a présenté ce matin comme celle qui est pénible sur les enjeux sociétaux. Hein, mais je pensais l'être vraiment cet après-midi et je commence à être de plus en plus rassurée parce qu'on en entend de plus en plus parler. Moi, comme Anne Sink, je pense qu'on doit être sur une approche systémique. Et je vais vous parler beaucoup d'enjeux sociétaux, mais le rapprocher évidemment des enjeux environnementaux, de la gouvernance et de l'économie. Depuis hier, on parle beaucoup d'inclusion, quand même, d'égalité, de sport santé. Et tous ceux qui me connaissent savent que, évidemment, ça me tient à cœur. Le problème, comme l'a dit Fred, c'est qu'on est dans une période un peu compliquée. Hein. Il y a le bazar, je suis bien d'accord. Il y a le réchauffement climatique, mais il y a aussi les enjeux internationaux, hein, la guerre qui se rapproche, la guerre qui est dans plein d'endroits et la guerre qu'on va retrouver, qui est déjà là à certains endroits, et je reviendrai même en France. Donc c'est compliqué, l'idée c'est pas de plomber l'ambiance, l'idée c'est pas de dire on fait rien, mais c'est de dire c'est à tout et qu'on doit agir. Il est vital, c'est urgent d'agir et sur les enjeux sociétaux, c'est vital pour la société, c'est vital pour la planète et c'est vital
pour le sport, bien sûr. C'est compliqué, alors j'exagère, mais c'est compliqué de faire une transition écologique quand il n'y a pas la paix. C'est compliqué quand il n'y a pas de cohésion sociale, et c'est pour ça que ça va être le sujet majeur aujourd'hui, de comment former au vivre ensemble. Et surtout, moi, ce qui me préoccupe le plus, pour l'écologie comme pour la démocratie, c'est cette question de la défiance par rapport à la science, c'est de mélanger le croire et le savoir, et je pense qu'il est urgent de retravailler aussi ces questions. Pour le sport en lui-même, je pense qu'on peut tous être assurés qu'il y a une convergence d'intérêts, parce qu'il n'y a pas de performance sportive optimale si on ne tient pas compte de l'épanouissement des sportifs de haut niveau. Je pense que longtemps, on a un peu ignoré ces questions sur le projet de vie, sur la santé mentale, sur les questions de pression, de prévention des violences et des discriminations. Mais ça avance, heureusement. Il n'y a pas de développement des structures sans performance sociale. Et là, je pense qu'on rejoint l'économie, parce que les financements publics sont de plus en plus rares, mais quand ils sont là, c'est quand même plus sur les enjeux sociétaux et environnementaux. Et même les partenaires privés, aujourd'hui, s'intéressent de plus en plus à ces questions, et la Maïf le prouve, c'est bien ces questions-là qui l'intéressent, et aujourd'hui, heureusement, beaucoup de sponsors privilégient cette question sur le sport. Donc, pas la peine non plus d'opposer l'économie et les enjeux sociétaux. L'importance, ça je ne vais pas y revenir, parce qu'évidemment que la gouvernance est importante, que l'impulsion doit venir d'en haut, que ce soit des dirigeants de fédérations, mais aussi des organisateurs d'événements ou des managers. Et surtout, je voudrais revenir sur le dernier point, parce que ça soit sur les enjeux environnementaux comme sociétaux, je pense que pendant des années, c'était les ONG, les associations, et j'étais dedans, qui influaient. Aujourd'hui, ce sont les influenceurs. Les influenceurs, ils ont une popularité, et par rapport aux réseaux sociaux, les sportifs de haut niveau, aujourd'hui, leurs agents, leurs dirigeants ne leur disent plus de ne pas s'exprimer, ils s'expriment, ils sont sur les réseaux et ils sont bien plus influenceurs que nous, et il faut les aider là-dessus. Donc, dans le sport aujourd'hui, sur les enjeux sociétaux, je pense qu'il y a une véritable prise de conscience. Ceux qui militaient il y a 20 ans, même il y a 10 ans encore, je pense, se souviennent des tabous qu'on devait affronter. Il y a eu des démonstrations. Il y a eu la Coupe du Monde 98. Moi, je ne suis pas ceux qui disent qu'il ne s'est rien passé. Non. Il y a eu une réussite grâce à une équipe qui était Black Blamber. Le problème, c'est qu'on a dit, comme on a eu cette réussite à la Coupe du Monde, eh bien, tout est réglé. Eh bien non, si on accompagne, s'il n'y a pas d'héritage, tout n'est pas réglé. Et j'aimerais que la salle, par exemple, cette salle soit aussi Black Blamber que l'était l'équipe de France en 98. Et je pense qu'on doit aussi accompagner dans les entreprises, dans l'éducation, etc. Et puis, il y a eu les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et ça, quelle belle démonstration, si. Et moi, je veux faire la révolution de Tony Estanguet, et je pense que c'était une très belle parenthèse enchantée, c'était merveilleux, mais si on ne travaille pas sur l'héritage, sur l'accompagnement de cet héritage, et notamment sur la transformation dont vous avez parlé, transition, transformation, et donc la formation et la prévention, eh bien, ce sera juste une parenthèse enchantée, et je pense que ce serait bien dommage. Alors pour le sport, de quoi il s'agit? Il s'agit avant tout de le protéger, c'est-à-dire de protéger l'ensemble de ses acteurs, mais aussi d'utiliser son impact. J'ai commencé à parler de l'impact que pouvaient avoir les sportifs de haut niveau. Oui, le sport peut avoir un impact positif ou négatif. Négatif, tous les dictateurs l'ont toujours utilisé. C'était vrai pour Mussolini ou Hitler, c'est vrai encore aujourd'hui dans cette société qui a de plus en plus de dictateurs. Donc à nous de nous battre, nous, les défenseurs des droits de l'homme et des hommes et des femmes, pour que l'impact soit utilisé au maximum pour des choses positives. Et le sport fait déjà énormément là-dessus, bien sûr. Je suis remontée. Alors, des thématiques, il y en a plein, je ne vous demande pas forcément de toutes les lire, mais c'est pour dire, au-delà de
de l'inclusion, de l'égalité, du sport santé. Il y a énormément de thématiques. Je me suis basée surtout, il y a plusieurs référentiels, mais sur les piliers RSO du comité olympique et sur le document éthique et intégrité. J'en parlais avec Grégory Berthoud hier. Ce document qui était très bien, qui demande encore à être porté et qui permet justement de prendre ces entrées de gouvernance, des différents acteurs, gouvernance, compétition, pratiquants et spectateurs, salariés, notamment. En bleu, c'est tout ce qui est positif. Je tiens quand même aux entrées positives. Mais en brun, ce sont peut-être plus des choses qui sont sur la prévention des risques, l'éthique et l'intégrité, et qui doivent être portées aussi. Sur le bleu, peut-être quelque chose que je voudrais rajouter, c'est, je pense, le lien avec les parents qui est, à mon avis, fondamental. On a beaucoup parlé d'éducation, on en a parlé sur tous ces états généraux. La coéducation entre le sportif, le scolaire et les parents me paraît hyper important. Je voulais aussi ajouter tout ce qui est solidarité internationale et nationale, parce que le co-développement, être solidaire, s'ajoute à toutes ces questions. Et puis aussi, on a parlé d'entreprises à mission, de fédérations à mission. Je pense qu'il est important de parler de toutes les structures porteuses de projets à impact. C'est les entreprises à mission, les fédérations à mission, et c'est tout l'entrepreneuriat social et solidaire. Et quand on forme des managers, il faut aussi et des sportifs de haut niveau qui souhaitent tenir des projets à impact, c'est important d'en parler aussi. Mais ce sur quoi je vais insister, c'est l'usage du numérique. Pourquoi? Parce que ça me paraît extrêmement important et que tous les sujets dont on vient de parler, eh bien, quand j'essaye de parler du numérique, j'aborde tous ces sujets de façon transversale. D'abord, il y a la question de la démocratie, de la qualité de l'information, je ne reviens pas sur les fake news, sur les biais de l'IA, etc., mais donc c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas de diaboliser les réseaux sociaux, c'est de parler du bon usage. Si les sportifs peuvent s'engager, c'est bien grâce, et les autres acteurs, c'est bien grâce à ces réseaux sociaux. Mais à partir du moment où des acteurs s'engagent, et même de façon générale, il faut pouvoir les protéger des cyberviolences. Si c'est des femmes, il y a des chances que ça soit en plus à caractère sexiste. Pour d'autres, ce sera sur d'autres discriminations, mais les protéger par rapport à ces enjeux. Protéger aussi par rapport évidemment aux prédateurs, aux extrémistes qui veulent endoctriner et par la radicalisation. Et je peux vous dire que tous les jeunes que je rencontrent ce type de profil quand ils sont sur les jeux vidéo ou sur des forums. Tous les jeunes sportifs dans les CREPS que je rencontre, dans les CFA, dans les pôles France, ils sont au courant de tout ça. Ils vous parlent aussi des challenges. Les challenges, c'est encore plus grave. Je vous rappelle, je parle des challenges où la dernière étape, c'est le suicide, où ça peut être la mutilation. Ils en ont tous vu. Alors, pas tous les jeunes, mais dans tous les groupes, il y en a qui l'ont vu. On pourrait parler aussi des conduites addictives. Ils sont très intéressés, il faut les aider, et peut-être ceux qui se prennent le plus de claques dans les groupes quand on intervient, c'est les éducateurs qui ne se rendent pas compte de tout ce que vivent les jeunes au quotidien. Il y a évidemment les enjeux de paris sportifs, qui sont un problème et pour les compétitions et pour les sportifs de haut niveau qui sont approchés. Alors une fois qu'on a parlé du quoi, c'est le comment. Parce que évidemment, tout ça, c'est des matières inflammables. C'est pas évident. Et si vous n'engagez pas de débat, ça n'a aucun intérêt. Moi, des fois, je rencontre des personnes, ils me disent juste ce que j'ai envie d'entendre. C'est évidemment au moment où ils vont me dire quelque chose qui me heurte qu'on va pouvoir commencer à agir. Ça veut dire travailler sur les compétences psychosociales aussi. Notamment, je pense à l'esprit critique, je pense à la gestion des émotions et surtout à l'empathie. C'est extrêmement important et dans ce monde-là, ça devient de plus en plus compliqué. C'est donc savoir aussi se protéger. Évidemment, j'ai mis une photo d'un cas dramatique, celui de Samuel Paty.
C'est important de protéger les acteurs qui osent, c'est important de protéger aussi les personnes autour de soi, c'est important de réfléchir à tout ça avant, mais je peux vous dire, puisque je parle de Samuel Paty, que quand je dis « est-ce que le racisme est illégal ?», tout le monde me dit oui. Quand je parle du blasphème et que j'explique ce que c'est, parce qu'en général il faut expliquer, tout le monde, quand je dis « est-ce que c'est illégal ?» Oui, donc pour le racisme, ils me disent toujours que c'est illégal, mais ils me disent aussi toujours que le blasphème est illégal également, et donc il faut revenir et prendre beaucoup des explications là-dessus. Je dis que c'est difficile, je dis qu'il faut se protéger, je ne dis pas pour autant qu'il ne faut pas faire, se résigner ou oser. Moi-même, je me suis beaucoup auto-censurée sur l'antisémitisme. Aujourd'hui, vous avez une enquête qui dit que 54% des Juifs subissent des préjugés sur le judaïsme, que 48% des jeunes en milieu scolaire ont été témoins d'actes antisémites. Donc je ne peux plus me permettre de le faire, mais il faut du temps pour pouvoir aborder ces questions compliquées. Éduquer et former qui? Bien évidemment, c'est tous les acteurs qui peuvent impulser, qui peuvent être auteurs, qui peuvent être victimes, qui peuvent être témoins. C'est absolument tous les acteurs qu'il faut former. Comme je pense qu'on va bientôt me faire les gros yeux, j'avance. J'avance pour dire qu'il y a plusieurs entrées. Soit l'entrée vient sur une question, un enjeu sociétaux, RSO, conduite à risque, soit c'est plutôt du développement et de la méthodologie de projet. Et je pense à ce que disait Fred sur les DEGEPS, par exemple. Ce n'est pas des compétences qui sont demandées dans les certifications. Moi, je choisis de le faire dans la semaine d'intégration, parce que déjà, les allégés l'entendent, ceux qui n'ont pas besoin de suivre tous les modules, mais surtout pour qu'ils l'intègrent au maximum dans les projets qui vont monter. C'est pas simple, hein, beaucoup demandent pourquoi ça fait partie de leur travail. Donc, des fois, il faut encore rentrer par la fenêtre. Pourquoi? Parce que ces compétences ne sont pas assez valorisées, parce que les financements ne sont pas forcément mis là-dessus. Alors, je vous ai mis quelques exemples, certains en ont parlé. Quand Mourad disait ils n'ont pas entendu parler de RSO, je ne pense pas que ça soit lié au diplôme hein, du tout, parce que c'est des personnes, ils sont super, les apprenants à Châlons. Je pense, tu me l'as dit toi-même, que c'est plutôt lié qu'ils sont dans une petite ville. Et en me disant la RSO, ces enjeux-là, c'est à Paris ou dans les grandes métropoles. Et je pense qu'il y a une disparité effectivement de territoire, mais par contre ils sont super intéressés, donc il y a de quoi faire. J'ai pris l'exemple aussi de Kinesport, parce que c'est très important aussi de former le personnel médical et paramédical. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui peuvent être auteurs ou victimes, mais surtout ceux qui recueillent la parole et qui peuvent signaler. Bon, je n'aurai pas le temps de tout développer, mais évidemment, il faut agir partout. Alors, si on est sur un risque, de quoi s'agit-il? D'une démarche globale. Bien sûr, c'est former, c'est sensibiliser, c'est faire des procédures, de la communication, évaluer, quand je parle d'évaluer, c'est évaluer le véritable impact de ce qu'on fait, et c'est financer. Ça veut dire derrière, si on est toujours sur un risque, alors j'ai mis plusieurs couleurs de nouveau, c'est parce que tout ce qui est en bleu, il faut apprendre à le faire. C'est mobiliser, apprendre à repérer, apprendre à aider les victimes, à les identifier, à les signaler, à orienter, adopter un climat propice en termes de prévention, et donc toujours les questions de financement et d'évaluation. Et donc j'ai mis une maquette un peu type, où l'idée c'est toujours de travailler d'abord sur les représentations, sinon on ne peut pas avancer, et il y aura des résistances. Identifier les enjeux, les risques, mais aussi qui peuvent être auteurs et victimes, les signaux, les ressources, dont la législation, et ensuite faire de la démagogie, oui, exactement, faire de la méthodologie et surtout pas de la démagogie, virus, ça c'est très mauvais comme lapsus, donc travailler sur la démarche globale, la prévention, comment mesurer l'impact, parce que l'impact social, ça c'est pas évident, et sur les questions de financer tout ça. En conclusion, c'est pour ça que j'ai une minute de plus, c'est pour la conclusion que tu m'as demandé de faire. C'est super, continue. Sur l'ensemble de ces entrées par thématique, je pense qu'il y a vraiment urgence sur les enjeux environnementaux comme sur les enjeux sociétaux. Donc, l'idée, c'est vraiment pas de dire qui est plus important que quoi. Ce qui est important, je pense, c'est qu'on puisse tous avoir un socle commun
de compétences, apprendre à un certain niveau et après pouvoir travailler avec des personnes qui ont des expertises très spécifiques et variées. Moi, j'en ai appris beaucoup sur les tri des déchets et autres. Et je voulais te remercier, Didier, parce que merci d'avoir tenu compte de mes remarques sur les premiers, d'avoir voulu que ces enjeux-là soient traités sur ces états généraux dès le comité de pilotage. Et je pense que c'est vraiment dans ces lieux où on peut tous avoir cette approche systémique, s'entendre et essayer de progresser ensemble, comme l'a fait l'équipe de judo au JO. Merci à tous. Je pense que tu es débordé.